Alors tout à l'heure vous parliez de la présence grecque. Quelle est la différence entre la colonisation grecque et romaine? Vous savez, il y a plusieurs types de domination grecque. Et on ne peut pas parler, enfin en tout cas en ce qui concerne l'Afrique du Nord, de domination grecque. Il n'y a jamais eu de domination grecque. Il y a eu une présence grecque. Une présence grecque, je dirais, culturelle et générale à travers une civilisation punique qui s'hellénise comme tout le bassin méditerranéen. Donc là, ce sont des Carthaginois qui sont porteurs de civilisation grecque. Et vous avez beaucoup d'individus, de Grecs qui, à titre individuel, commerçants, militaires, etc., viennent s'installer. Vous n'avez jamais eu en Afrique du Nord de domination grecque. Alors que les Romains? Alors, les Romains se sont installés, mais alors, là encore, on a toujours tendance à présenter l'Antiquité romaine comme une sorte de modèle antérieur à la présence coloniale française. Il y avait des différences absolument radicales. Et la première différence, c'est que la colonisation française a été faite par des Français et des Européens, alors que la colonisation romaine en Afrique du Nord a été très largement le fait d'Africains romanisés. L'apport de population romaine a été relativement faible. Et au fond, ceux qui tiennent la romanisation, qui la pilotent, qui la dominent, ce sont des Africains eux-mêmes, avec un mouvement qui, quand il va jusqu'au bout de sa logique, fait qu'un Africain parfaitement romanisé peut devenir empereur de Rome, et c'est Septime Sévère. On n'aurait jamais imaginé un Français d'origine algérienne à l'époque coloniale ou un Sénégalais président de la République française. Les Romains l'ont accepté, c'est la grosse différence. Et cette domination romaine va durer combien de temps? Là encore, c'est très difficile à dire. Qu'est-ce qu'on appelle les Romains? Est-ce que c'est les Romains en tant que pouvoir politique extérieur, c'est-à-dire le pouvoir politique de Rome? Alors là, ça disparaît avec l'invasion vandale en 430. Bon. Si par Romain, on entend romanité, cette romanité va perdurer pendant toute l'époque vandale, c'est-à-dire 100 ans, jusqu'en 530, pendant toute l'époque byzantine, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et on a une romanité. Ce sont des Romains. Eux-mêmes se sentaient Romains et étaient appelés Romains par les autres. Alors, en Afrique du Nord, il y avait également des Hébreux. À quelle date peut-on situer l'arrivée des Hébreux et que peut-on dire donc sur la présence des Hébreux en Afrique du Nord? C'est une grosse question. Tout dépend si on pense à si on regarde l'aspect légendaire ou si on regarde les sources historiques réelles. Si on cherche l'aspect légendaire, on dit que la plus ancienne synagogue de Tunisie, qui se trouve à Djerba, aurait été construite avec une ou deux pierres venant du temple de Jérusalem. Bon, ça c'est l'aspect, je dirais, mythique, même si certains y croient, ce qui est tout à fait respectable, mais ils n'y croient pas en tant qu'historiens. En tant qu'historien, la présence juive serait plutôt liée aux diverses diasporas qui ont suivi les différentes prises de Jérusalem par les Romains. Donc à l'époque des Flaviens, ensuite à l'époque d'Adrien. Alors comment les Hébreux s'installent-ils en fait? Quels sont leurs rapports avec les populations locales de l'époque? On ne sait pas du tout comment ça se passe quand ils arrivent. Mais on perçoit l'existence, bien évidemment, de communautés juives, mais archéologiquement, on les perçoit assez mal. On les perçoit au IIe siècle à travers un cimetière qui se trouve dans la banlieue de Carthage. Mais pour vraiment les percevoir de manière plus nette, il faut attendre l'époque chrétienne, c'est-à-dire les années 200 après Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, les chrétiens d'Afrique cherchent à se différencier et à marquer leur identité par rapport aux juifs. Et en même temps, cette façon de marquer leur identité fait que vous avez entre les communautés des phénomènes d'affrontement. Et surtout, le rapport à l'autorité romaine païenne est relativement différent. Les chrétiens, assez rapidement, adoptent vis-à-vis de ces autorités romaines une politique d'affrontement qui va amener les persécutions, ce que ne font pas les juifs. Et donc, à partir de ce moment-là, ce traitement différent va amener des frictions entre chrétiens et juifs, mais globalement, les juifs ont l'air parfaitement à l'aise dans cette société païenne. Alors, vous parliez des Vandales tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous situer quelle époque? Comment s'installent-ils? D'où viennent-ils d'ailleurs? Alors, les Vandales arrivent en 430. Enfin, c'est un mouvement un petit peu plus large. Donc, ce sont des populations qui viennent de la boucle de la Vistule, donc du nord de l'Europe, qui sont descendues par l'Espagne, passées par le détroit de Gibraltar. Et c'est une branche des invasions germaniques de la fin de l'Antiquité, donc qui passe en Afrique du Nord et qui, depuis le détroit de Gibraltar, gagnent progressivement Carthage et finissent par chausser les bottes des Romains. Et ce qui est très intéressant, c'est que si l'on en croit ce qui est dit par les auteurs sur cette arrivée des Vandales, les Vandales auraient au fond expulsé, je caricature un petit peu, le clergé catholique parce que eux étaient chrétiens mais ariens. Ils expulsent également les grands propriétaires et puis s'installent dans les domaines, reprenant les institutions, reprenant les habitudes, reprenant quelquefois femmes et enfants et esclaves des anciens propriétaires. Donc vraiment, ils se coulent dans le modèle romain pendant 100 ans. Alors, on ne va pas oublier les Byzantins. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir l'histoire d'Afrique du Nord comme une succession d'invasions. On pourrait aussi, de manière plus optimiste, la voir comme une suite de greffes civilisationnelles qui finalement donnent une civilisation tout à fait spécifique.
très intéressante. Donc ces Byzantins voient leur installation en 533 comme une reconquête. Donc ces Byzantins, nous les appelons Byzantins, eux se percevaient comme Romains, successeurs des Romains. Et donc au fond, ce sont les Romains qui se réinstallent après 100 ans en Afrique du Nord. Ils vont s'y installer donc jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et simplement, effectivement, ce sont des Romains de l'Empire d'Orient, c'est-à-dire des Romains hellénisés. Même si les byzantinologues considèrent qu'on est encore en plein Empire romain, qu'il faut attendre après l'arrivée des Arabes pour réellement avoir des Byzantins réellement grecs. Quels sont à cette époque-là les rapports entre l'Afrique du Nord et le monde occidental ? Les rapports commerciaux et les rapports culturels sont très importants. Si vous prenez saint Augustin qui meurt à la veille de l'arrivée des Vandales, saint Augustin est l'un des pères de la chrétienté occidentale. Bon, c'est un des phares de l'Occident chrétien. Et donc de ce point de vue-là, il a un rayonnement sur l'Occident qui est très important. Si on prend l'aspect commercial, l'Afrique produisait à cette époque-là une céramique qu'on appelle la céramique sigillée, claire, qui est une très jolie céramique commune, très élégante. Et cette céramique sigillée, on la retrouve jusqu'en Grèce, on la retrouve, elle inonde la Méditerranée. Et l'Afrique fait figure de région exceptionnellement riche, exceptionnellement prospère dans l'ensemble du monde romain. L'Afrique vraiment est une perle. Et donc les rapports sont très importants. Il est évident qu'avec les Vandales, les choses vont se resserrer. C'est-à-dire que les Vandales, bien évidemment, établissent un pouvoir politique sur l'Afrique, donc coupé politiquement du reste de la Méditerranée. Ils font également des incursions, aussi bien en Italie, des incursions de pillage, aussi bien en Italie que sur les côtes du Péloponnèse en Grèce. Donc de ce point de vue-là, il y a une opposition. Il y a une opposition religieuse également. Les Vandales sont des Ariens, donc considérés comme des hérétiques par les catholiques. Donc il y a toute une série de séparations qui se font et les contacts se rétablissent avec l'arrivée des Byzantins. Est-ce que l'Afrique du Nord avait à cette époque des relations avec le continent africain dans sa globalité ? Alors là, c'est un sujet qui est très difficile et très, très controversé. Dès l'époque carthaginoise, il y a eu des rapports, dans la mesure où on pense que les Carthaginois ont fait, par exemple, la circumnavigation de l'Afrique. Et on a un texte très, très connu d'Hérodote, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, qui nous raconte comment les Carthaginois allaient chercher de l'or sur les côtes d'Afrique noire. Donc les rapports sont attestés très anciennement. Ces liens ont été continus. Les Romains ont cherché à tenir en respect, quelquefois assez brutalement, les tribus sahariennes, et en particulier en Tripolitaine, avec plusieurs expéditions militaires, à l'époque des Flaviens, par exemple, le 1er siècle après Jésus-Christ, de manière à les tenir en respect, ce qui n'empêchait pas un commerce transsaharien entre la côte méditerranéenne et le Sahara, qui était organisé par ces intermédiaires qui étaient ces tribus que justement les Romains tenaient en respect. D'un côté, militairement, ils les tenaient à l'écart, d'un autre côté, ils les utilisaient d'une certaine manière comme intermédiaires commerciaux. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui de toute cette histoire, de toutes ces présences successives, de ces brassages, de ces mixités ? Alors là, c'est un problème absolument énorme que vous posez, dans la mesure où ça pose la question de la réutilisation dans les identités nationales maghrébines de l'Antiquité, ce qui est un sujet très complexe. Si on prend par exemple ne serait-ce que Carthage, l'image de Carthage est absolument constitutive de l'identité nationale tunisienne. Elle est constamment mise en avant. Si vous prenez l'Algérie, les Carthaginois sont considérés, bon, là encore je caricature, mais comme des envahisseurs, au même titre que les Romains. Et si vous prenez le Maroc, eh bien, l'historien Abdallah Laroui nous dit Carthage n'a jamais eu d'influence sur le Maroc, Carthage est toujours resté un navire à l'ancre du Maroc. Donc vous voyez, dans la perception que les divers Maghrébins ont d'eux-mêmes, l'image de Carthage déjà est très différente. Il en va de même pour l'image de Rome.